sans plus tarder, certains l'ont peut-être aperçu du coin de l'œil, notre invité surprise du jour. Je suis très contente parce qu'il a fait vraiment un effort pour vous, puisqu'il est maintenant basé en Pologne. Et alors, il a pris l'avion expressément pour venir vous saluer et vous témoigner qu'il est un fier ambassadeur du lait. C'est le commandant Piché qui est avec nous. Alors, je l'invite à se joindre à moi. Généreux. Ah oui. Merci, merci. C'est gentil. Je lui avais dit que vous étiez un public démonstratif, alors merci de ne pas m'avoir fait mentir. J'avais prévu vous présenter un peu sa bio, mais je vois bien que je n'ai pas besoin de faire de présentation. Alors, il est tout à vous. Je pense qu'il veut vous adresser quelques mots en introduction. Bonjour à tout le monde. Merci, Mme Gélina. Merci, M. le Président. Merci de cette invitation. C'est vrai que je suis basé en Pologne pour l'hiver et j'ai pris l'avion samedi pour venir vous parler. C'est juste pour appuyer les dires de Mme Gélina, je dois vous dire que depuis les événements du 24 août 2001 qui me fait connaître sur la scène québécoise, les gens me reconnaissent dans la rue toujours en disant « Ah, c'est vous le commandant ». Mais depuis que j'ai fait cette pub de lait-là pour vous, les gens arrivent et disent « Il me semble qu'on vous connaît. Vous. Ah, c'est vous le lait! » fait que le lait a passé par-dessus le fait du commandant. Et depuis les événements, encore une fois, un autre exemple de ça, c'est comique. Depuis les événements du 24 août 2001, habituellement, quand je vais avec mon épouse manger au restaurant, puis moi, je ne bois pas d'alcool, ça fait au-dessus de 15 ans. Fait que les gens, avant, quand je buvais de l'alcool, je me suis avec mon épouse, puis il y avait toujours une bouteille de vin ou un verre de vin qui arrivait sur la table. Maintenant, il y a une couple de comiques qui m'envoient des verres de lait. Puis je montre tout le temps à la serveuse ou au serveur, je dis, c'est qui? Puis là, il y a toujours un gars dans le fond. C'est moi, salut, oh, le lait, bonne ta pub. C'est bon. Moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler. Je crois qu'il y a des questions qui vont être posées. Juste pour vous démontrer un petit peu c'est quoi la popularité que j'ai obtenue au Québec. D'ailleurs, quand j'ai une tribune, je voudrais remercier les Québécois et les Québécoises qui sont d'entre vous, parce que ça n'a pas été facile à gérer quand même. L'événement n'a pas été facile à gérer lui-même, atterrir cet avion-là, ça c'est sûr. Mais toute la publicité que j'ai été obligé de faire face après en revenant des événements, c'était beaucoup d'émotions à gérer en très peu de temps. Et quand ils ont sorti certaines nouvelles dans les journaux qui n'étaient pas tout à fait exactes, les Québécois et les Québécoises avaient beaucoup démontré d'empathie en ma faveur et m'avaient supporté moralement. Et quand j'ai une tribune, j'aime remercier les Québécois et Québécoises qui m'ont appuyé après les événements pour permettre de passer à travers. Mais vous savez, cette popularité-là, c'est un drôle de phénomène parce que moi, je ne viens pas du milieu artistique, je ne viens pas du milieu politique, puis je viens encore moins bien du milieu sportif. Donc, je suis comme quelqu'un de connu tout seul dans son coin. Et je vais vous donner un exemple de cette popularité-là qui m'a été donnée du jour au lendemain sans que je l'aie demandé, sans que j'aille aspirer vers. Une fois, j'étais à l'épicerie après les événements avec mon épouse, puis on attendait à la caisse pour payer nos articles, puis il y avait un couple d'un certain âge en avant de nous. D'un coup, la dame, elle s'arrive, elle dit « Hey, vous, elle dit, vous êtes le commandant? Hein? » Elle dit « Voyons, mais nous, c'est quoi déjà son nom? » Elle dit « Tu sais, c'est le gars qui a atterri un gros Boeing dans une des îles du Pacifique. » Fait que là, j'ai regardé mon épouse, j'ai dit « Soit la dame, elle ne se souvient pas de mon nom, mais pas du tout. L'événement, un Boeing dans le Pacifique versus un Airbus dans l'Atlantique. C'est deux gros avions, deux grandes étendues d'eau, mais il y a quand même une couple de kilomètres entre les deux étendues d'eau. Mais elle savait pour sûr que j'étais le commandant. Puis ça, le fait de me faire appeler par mon titre de commandant, ou me faire me présenter, ou me faire féliciter par un groupe, me faire reconnaître sa rue, c'est toujours drôle de me faire appeler par commandant, parce que mon titre, ce n'est pas un titre militaire, c'est un titre juste pour savoir c'est qui est payé le plus cher dans le cockpit. C'est un peu à ça que ça sert. Mais il restera toujours que je vis avec ça depuis 15 ans, et la preuve que quand j'ai tourné cette pub, que j'ai adoré tourner cette pub, parce que pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis un pilote d'avion, je ne suis pas un comédien, je ne viens pas de ce milieu artistique-là. Et juste pour vous donner un exemple, pour dire un mot qui était peut-être, ça m'a pris 26 takes pour pouvoir le dire comme il faut. Pourtant, je m'étais pratiqué la veille chez moi à le dire, mon mot, ça a pris 26 takes pareil pour le dire. Tout ça pour vous dire que je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, puis je suis content de cette pub parce que j'en entends parler. Encore tantôt, je suis allé au parking du Hilton ici, puis le monsieur pour me faire une face. Un petit verre de lait, ça, monsieur Piché? Ça n'arrête pas, fait que c'est super. Puis je pense que tout le monde est content des résultats, puis moi le premier.
J'aimerais répondre à vos questions. Je crois que vous avez des questions déjà préparées, Mme Gélina. Oui, c'est ça. Bien, premièrement, merci d'être parmi nous. Oui, mais s'il y a des producteurs là, qui sont intéressés à poser quelques questions, on a du temps. Ah, il y a un monsieur ici, oui. Bon, nous, comme producteurs, on se doit d'être toujours à la fine pointe dans notre métier, dans notre production. Ne serait-ce que pour rendre hommage à nos consommateurs, il faut s'adapter à leurs besoins, puis il faut toujours être en continuelle formation. Mais pour un pilote comme vous, c'est quoi être toujours à la fine pointe? Et puis, est-ce que vous êtes en formation continue, vous aussi? Oui, ça, c'est une très bonne question. Les gens ne sont pas au courant de ce qu'on fait, nous, au point de vue de l'aviation. C'est un petit peu un milieu tabou. Il n'y a pas tellement de monde impliqué parce que l'industrie est quand même assez restreinte au Québec, l'aviation. Nous, on est peut-être la seule corporation professionnelle que 2 fois par année, il faut pratiquer nos urgences dans les simulateurs. Un simulateur, c'est une boîte qui est faite par une compagnie montréalaise qui s'appelle CAE, Côte de l'IS à Montréal. Et quand je rentre dans un simulateur, c'est comme un cockpit et c'est exactement la même dimension, les mêmes instruments. C'est copie conforme à mon simulateur. Et quand on pratique nos urgences dans le simulateur, dans la pratique de l'urgence, des fois que tu oublies, tu es dans un simulateur, tu te penses vraiment dans la réalité. Et 2 fois par année, il faut remettre notre licence en jeu parce que si tu n'es pas capable de rester à la hauteur de la productivité, mais ils peuvent t'enlever ta licence. Moi, je suis géré par une licence qui est attachée à un médical. Donc, je peux perdre ma licence avec le médical, puis je peux perdre ma licence si je ne suis pas adéquat dans le simulateur. Et c'est une période de 3 ans. Donc, 6 fois dans les simulateurs, il faut revoir toutes les procédures inimaginables qui peuvent arriver avec ce type d'avion-là pour lequel que tu travailles. Il faut dire qu'avant les événements du 23 août 2001 qui me fait connaître, la perte de carburant massive n'était pas pratiquée. Mais je peux vous rassurer, pour ceux qui ont une petite crainte quand ils prennent l'avion, elle l'est depuis maintenant. Fait que ça, c'est pratiqué. Mais c'est le même qu'on fait, puis on est peut-être la seule corporation, comme je viens de dire, professionnelle qui pratique. Mais il ne faut pas oublier une chose. Moi, je suis entraîné, payé pour les occasions où, qu'il y ait une urgence et de la gérer. Et je dois vous dire que dans la nuit du 23 au 24 août 2001, on n'était pas en urgence. Le niveau de l'urgence était dépassé. On est tombé comme en survie. Et bien souvent, lorsqu'ils étudient les crashs de gros porteurs comme le mien, et ils se rendent compte que les 2 pilotes, avant l'impact, quand ils sont encore sains d'esprit, puis ils savent qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils vont frapper la montagne ou ils vont rentrer dans l'eau, sur les capteurs de voix qu'il y a dans le cockpit, que les enquêteurs étudient tout le temps, ils ont l'impression que les 2 gars se chicanent. Mais je ne pense pas, moi, qu'ils sont en train de chicaner, c'est parce que vous savez, dans l'exercice de ma fonction usuelle à pratiquer des urgences, que je suis payé pour ça, comme je viens de dire, tu ne t'attends pas un jour à avoir une perte de carburant massive, surtout au-dessus de l'océan Atlantique, en plein milieu de l'océan Atlantique de nuit, à 1000 km/h, à 39 000 pieds. Ce n'est pas une affaire que tu veux vivre et ce n'est pas une affaire que tu penses qu'il va t'arriver parce que la grosse peur des pilotes avant transocéaniques comme moi, c'était qu'un feu moteur se prenne en plein milieu de l'océan Atlantique et que tu ne sois pas capable de l'éteindre pour pouvoir continuer ton vol. Maintenant, on sait que maintenant, c'est une perte de carburant massive qui peut arriver parce que c'est déjà arrivé. Et je dois vous dire que quand ça t'arrive, même si vous ne connaissez absolument rien dans l'aviation, même si vous ne connaissez rien au point de vue mécanique d'avion, une perte de carburant massive au-dessus de l'océan Atlantique, ce n'est pas trop l'affaire que tu vas avoir. Et c'est ce qu'on a été obligé de faire face, vous savez. Et dans le simulateur qui nous pratique pour toujours être à la fine pointe de notre industrie, il nous conseille toujours de faire 2 choses dans une urgence. La première chose, c'est prends ton temps. C'est sûr que dans un simulateur de vol, l'instructeur, c'est facile à dire, prends ton temps. Puis toi, tu dis, bien, quand même que je cracherais le simulateur, parce que tu peux le cracher. C'est sur des vérins hydrauliques, ça débarque des vérins, il repèse un bouton, ça se remet en place, tu repars. C'est ton ego qui en mange une claque, là, mais à part de ça, c'est... Mais il reste toujours dans la vraie histoire, quand ça t'arrive et tu sais que tu peux cracher et tu peux mourir. C'est un autre paire de manches de prendre ton temps quand tu marches à 1000 km/h, puis ton fuel descend à vue d'œil. Tout va vite autour de toi, mais toi, il faut que tu prennes ton temps. C'est quand même un petit peu paradoxal. Et la deuxième chose qu'il te conseille de faire, c'est parler à ton premier officier. Parce que le premier officier, il est pilote à temps plein comme moi, à part entière. Il a subi les mêmes examens théoriques, les mêmes examens pratiques, le même entraînement, donc il est pilote à part entière. Pas du temps, il a moins d'expérience que le commandant. Ça fait moins longtemps que le commandant qui est dans la compagnie. Puis il est plus comme commandant à devenir, donc il est comme sur l'entraînement continu. C'est un peu normal. Donc, moi, j'ai décidé de prendre mon temps, malgré que tout allait vite,
Je me suis reviré vers mon premier officier. J'ai dit, puis, Doc, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, Bob, on va mourir, on va mourir, on va mourir. C'est que c'est pas tout à fait la chose que je voulais entendre, là. Puis c'est comique de la manière que je le compte, mais c'était pas comique quand je l'ai entendu, là. Mais c'est un peu ce qu'on a été obligé de faire face à ce moment-là, puis on a été obligé de se mettre... tu sais, quand j'ai regardé le type, je dis, pourquoi il me dit ça? C'est moi le commandant, c'est moi qui est supposé dire quand est-ce qu'on va mourir. J'ai de toute façon, on est à 39 000 pieds quand même, que l'avion fendra en deux dans les 3 prochaines minutes. On a tout bien 7, 8, 9 minutes à y penser à mettre frapper l'eau. Comment ça qu'il pense qu'on va mourir dans les 3 prochaines secondes? Mais il reste toujours que c'est dans son état d'esprit, dans sa réalité de la vie, 28 ans, beau bonhomme, bien marié, gros potentiel de devenir commandant. Lui, il pensait qu'un problème de fuite de carburant au-dessus de l'Atlantique, ça égalait à la mort. Puis, il n'a pas été loin. On n'a pas je proche du passé quand même. Fait que c'est un peu que pour rester, comme vous dites, dans notre entraînement, on est obligé toujours de... Et puis, en plus, une autre chose qui est importante, c'est pour travailler sur un gros porteur comme lequel qu'on opère chez Air Transat, tu ne peux pas sortir de l'école puis rentrer là directement. Comme vous, je pense, dans vos domaines, la majorité, je pense, d'entre vous, vous avez des fermes familiales, vous entraînez vos enfants, que vous espérez qu'ils vont prendre la relève, mais votre garçon, votre fille, quand il prend la relève, bien, il y a toujours une certaine expérience qui a été montrée par le père pour qu'il arrive à ça. Bien, nous, c'est un peu ce qu'on fait à notre niveau avec les premiers officiers sur le long de la ligne, qu'on leur montre c'est quoi Si vous savez, on va dans 25 pays, on atterrit dans autant d'aéroports, donc c'est une grosse gestion à faire, puis je pense que la formation continue est très importante, mais je n'avais jamais pensé qu'un jour, dans l'exercice de ma fonction usuelle, normale, j'allais gérer une panique dans mon cockpit, que j'allais pouvoir atterrir dans ces conditions-là. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle quand vous me dites ça. C'est comme nous autres, quand on laboure dans un grand champ, manquer de carburant, c'est pas tellement grave. Il n'y a pas de panique. Bon, moi, tu peux débarquer et retourner chercher la canne, Jerry Can. OK. Micro numéro 1. On parle d'une dernière question. Bonjour, madame. Bonjour. On parle beaucoup de technique et tout ça, mais vous, comme humain, là, l'expérience que vous avez vécue, c'est quoi vous retenez de tout ça, là? Nous autres, on ne vivra probablement jamais des expériences aussi extraordinaires, mais il y a sûrement quelque chose que vous avez à nous dire, en disant, regarde, dans la vie, là, c'est ça qui est important. Oui, c'est drôle, cette question-là. Vous savez, c'est très rare que ça m'ait posé parce que j'ai été comme proclamé l'héros national, puis les gens ils pensent que je n'ai pas eu peur de mourir ce soir-là parce que je suis l'héros national. Et quand des fois, j'essaie de convaincre quelqu'un qui me rencontre sur la rue, vous savez, j'ai eu peur, moi aussi, de mourir. Non, toi, tu es une air trop solide, tu ne peux pas avoir eu peur de mourir. Et je dois vous dire que quand la fuite de carburant a commencé, et j'ai réalisé que j'étais en fuite massive de carburant, j'ai eu comme un écran noir dans ma figure, comme si que la fin allait arriver là. Je me suis dit, ça se peut pas que moi, à 48 ans, je suis au summum de ma carrière, je suis sur l'avion la plus sophistiquée sur le marché qu'on ne peut pas trouver, parce que l'Airbus 330, il faut que je vous dise que c'est un gros Nintendo. Moi, quand je vais travailler, je m'en vais jouer au Nintendo. Il n'y a même plus de manche à balai. Je veux dire, j'ai un clavier d'ordinateur comme vos PC que vous avez chez vous. Je rentre les données, j'appuie sur Enter, puis l'avion fait ce que je lui demande de faire. C'est aussi simple que ça. Et quand que cette fuite de carburant-là a commencé, il est venu comme un écran noir dans mes yeux en disant, bien, c'est aujourd'hui que ça va finir. Ça se peut pas que j'ai repris ma place dans la société. Je suis rendu au summum de ma carrière. Je suis dans l'avion la plus sophistiquée et je vais mourir tout bonnement en plein milieu de l'océan Atlantique à cause d'une fuite de carburant que l'ordinateur ne nous a jamais indiqué comme quoi que ça allait fonctionner, comme quoi ça allait nous arriver. J'ai dit, ça se peut quasiment pas. Et certains experts nous ont dit que c'était 3 chances sur 7 milliards que ça arrive spécifiquement à cet endroit-là, parce qu'on était en plein milieu géographiquement de l'océan Atlantique. On n'était pas à 200 000 des côtes européennes, bien, à 200 000 des côtes canadiennes. On était en plein milieu de l'océan Atlantique. Et je me suis aperçu que quand le premier moteur a arrêté, et je crois que tantôt je parlais de mon premier officier, je ne veux pas y tirer à la jambe là-dessus, là, mais il reste toujours, quand je l'ai vu commencer à paniquer, peut-être moi, ça m'a rassuré dans ma fonction de commandant à prendre des décisions, parce que j'étais comme le seul rendu à ce moment-là qui pouvait faire quelque chose, vu ma fonction avec mon titre. Et je me suis dit que lui, si lui panique, puis moi je panique, bon, il n'ira pas nulle part, donc je suis mieux de prendre les commandes, de faire ce qu'il y a à faire. Et je me suis rendu compte, pour répondre finalement à votre question, c'est quand tu as un problème, puis ça peut arriver directement dans vos propres opérations, quand tu as un problème que tu ne connais pas la solution, si tu continues toujours à vouloir continuer pour trouver une solution, à un moment donné, la porte de solution s'ouvre tranquillement. Ça ne veut pas dire que tu vas résoudre ton problème, mais la porte en entrevoit que peut-être que tu as une disponibilité. Quand j'ai décidé de ne pas suivre la procédure et j'ai été blâmé par les enquêteurs, j'ai été blâmé par les journalistes, ça a fait vendre du papier, c'est sûr, là.
Mais ils m'ont mis sur la sellette à cause de ça, que j'ai pas suivi la procédure qu'Airbus avait élaborée pour une situation comme celle-là. Mais la procédure avait été établie pour un vol au-dessus de la terre. Là, c'était complètement différent, j'étais au-dessus de l'eau. Donc, j'ai pris la décision de ne pas descendre pour aller chercher le peu de pétrole qui pouvait me rester dans mes réservoirs, dans les ailes. Et j'ai été blâmé, comme je vous l'ai dit, pour ça. Mais ça m'a sauvé la vie. Et je me suis rendu compte qu'aussi longtemps que je gardais mon avion dans les airs, plus que je me rapprochais de l'île, plus que je voyais en tant que pilote, avec l'expérience que j'ai, que j'allais pouvoir au moins tenter un atterrissage sur la terre ferme ou dans un champ ou sur une route. Et quand j'ai su que je pouvais me rendre jusqu'à l'aéroport, d'après ce que je voyais, bien, c'est sûr que l'adrénaline est venue me chercher. Et c'est là qui a fait que j'ai atterri. Moi, je me sens très privilégié aujourd'hui, en 2016, d'avoir vécu un événement comme celle-là du vol de 236, pour avoir subi cette adrénaline-là maximum qu'un être humain peut aller chercher naturellement. Il y en a beaucoup qui font des sports extrêmes puis essayent d'aller chercher cette adrénaline-là que moi j'ai ressentie. Puis bien souvent, ils en meurent dans la pratique de leur sport. Donc, je suis très chanceux. Tout ce que je peux vous dire, c'est de ne jamais laisser tomber. Vous savez que c'est toujours continuer et foncer et la porte de solution va s'ouvrir, puis à un moment donné, tu vas trouver la solution. Et quand je fais des conférences corporatives, je termine tout le temps en disant, il y a 3 choses très importantes qui ont permis qu'on ait à atterrir cet avion-là. C'était la communication qu'on a eue avec le premier officier, nous avec la directrice de vol, la directrice de vol avec les 10 agents de bord, les 10 agents de bord avec les 293 passagers. Ça a beaucoup aidé. Et quand tu vois un problème que tu n'es pas capable de résoudre et que tu communiques avec tes collègues ou avec ta femme ou avec le directeur d'école, avec ton enfant pour trouver une solution à ton problème, tu emmènes toujours dans l'équation un travail d'équipe. Même malgré que tu en parles juste à une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et je dois vous dire, par expérience personnelle dans cette nuit-là, la communication avec le travail d'équipe qu'on a donné, même les passagers ont mis la main à la pâte, ça nous a permis de trouver un niveau de chance très élevé parce qu'on a communiqué et on a travaillé en équipe. Et tout le monde va dire après, toi, c'est pas pareil, tu es chanceux, tu trouves toujours la solution, c'est parce que tu sais qu'il faut que tu communiques, il faut que tu travailles en équipe pour réussir quand tu as un problème sans solution. Merci. Ça conclut ma présentation, je crois, oui? Bien, en fait, je veux juste vous dire que le commandant Piché va dîner avec nous, va nous faire honneur à notre table. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous voulez prendre des photos avec lui, il va être disponible dans la salle à dîner parce que je pense que notre temps est un petit peu compté. Donc, il est très généreux, il va être des nôtres, il va répondre à vos questions. Puis avant de le laisser quitter notre scène, je pense que notre président va lui remettre un cadeau de fromage d'ici.